Vous écoutez l'épisode 144 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je reçois Aurore, que vous connaissez peut-être sous le nom d'Enjoy Classroom, et elle nous dit tout de sa pratique des centres d'autonomie. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Vous avez sûrement déjà entendu parler des centres d'autonomie, un dispositif pédagogique qui consiste à créer des pôles dans sa classe pour pouvoir permettre aux élèves de travailler ou de retravailler certaines compétences en autonomie. Peut-être que vous vous demandez comment les mettre en place ou que vous aimeriez visualiser un peu mieux ce que c'est. Eh bien, dans cet épisode, je reçois Aurore, qui est professeure des écoles et maître formatrice et qui nous partage sa pratique des centres en clarifiant ses intentions, ses gestes professionnels, les modalités qu'elle a mises en place dans sa classe et même les activités qu'elle propose dans les centres et surtout les conditions pour que cela fonctionne. Donc nous espérons toutes les deux que cela vous permettra de mieux imaginer ce qui est possible et que vous en ressortirez inspiré pour votre pratique. Bonjour Aurore. Bonjour. Je suis hyper contente de t'accueillir dans cet épisode de podcast depuis le temps qu'on en parlait. Et ben moi je suis très contente de faire ce podcast avec toi. On a eu du mal à trouver des sujets parce qu'il y avait plein de trucs qui nous faisaient envie. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler des centres. Voilà, exactement. Et donc du coup, l'objectif c'est que tu nous permettes un peu d'être la petite souris peut-être dans ta classe parce que je pense que tout le monde a entendu parler des centres. Il y a plein de gens peut-être qui en mettent en place, mais aussi d'autres qui se disent « Ah, ça me fait envie, j'aimerais bien, mais comment on fait, comment on s'organise, qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert, etc. » Et donc l'idée là, c'est de clarifier un peu ce que c'est, comment ça peut fonctionner. Et puis voilà, on va discuter et on espère que ça éclairera tout le monde. Avec grand plaisir. Je vais essayer de vous dire comment je fais moi. Il y a plein de façons de faire. Je vais essayer de proposer la mienne et puis voilà. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire, pour toi, les centres, qu'est-ce que c'est et puis comment t'y es arrivé, quoi. Ouais, alors les centres d'autonomie, ils vont de pair avec mon dispositif de classe flexible. Le centre d'autonomie, ça va être un espace dans la classe où l'élève va se voir proposer différentes activités pour travailler autour d'une compétence. Donc il y a dans ma classe par exemple différents types de centres, un centre d'écriture par exemple, où l'enfant va travailler la compétence écriture et toutes les compétences qui sont en jeu, donc produire un écrit, le réviser, le mettre en forme. Et il va pouvoir en fait réinvestir des activités qui auront été travaillées en classe en amont. Donc prenons l'exemple de la carte postale. En classe, on a appris à travailler, à réaliser une carte postale. Donc, on a vu sa forme, on a vu des formulations, sa structure. On fait une carte postale tous ensemble en classe. Enfin, chacun fait sa carte postale. Elle est validée par l'enseignante. Elle est envoyée dans les familles, enfin, voilà, ou au destinataire de la carte postale. Et ensuite, les enfants, normalement, savent faire une carte postale. Donc, dans le centre, ils vont pouvoir retrouver cette activité carte postale avec plein de cartes postales à disposition. Ils vont pouvoir écrire leur premier jet, qui sera ensuite corrigé par l'enseignant. Et quand ils retourneront au centre, ils pourront recopier au propre leur carte postale ou réviser leur carte postale et ensuite l'envoyer. Donc, par exemple, dans ma classe cette année, je pense qu'il y a une centaine de cartes postales qui ont été envoyées grâce au centre, en fait, d'autonomie. D'accord. Donc, c'est vraiment en fait un espace où on va retravailler des choses qu'on a déjà travaillées en classe.
Ça, je pense que c'est un premier point important à clarifier, c'est que on découvre pas tout seul au centre, vu Non, qu'en plus c'est des centres d'autonomie, donc les élèves sont en autonomie, et l'idée c'est que ça a été fait avant, ils savent le faire, ils l'ont vu, revu, tu avais éventuellement déjà évalué, c'est de l'entraînement, du réentraînement pour bien ancrer les tout à fait. apprentissages. C'est vraiment une façon de faire aussi de l'enseignement spiralaire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas Mm. parce qu'en septembre on a fait la carte postale qu'on va plus du tout en faire. Et le risque, en fait, en faisant ça, d'ailleurs, c'est qu'à la fin de l'année, ils ne sachent plus la structure d'une carte postale. Voilà, en fait, dans le centre, ils vont avoir tous les outils qu'on a créés ensemble, donc une espèce de petite carte mentale, une structure, du vocabulaire, qu'ils vont pouvoir reprendre et réutiliser. C'est une Ouais. manière aussi, par exemple, dans le centre d'écriture, de faire vivre le lexique qui aura été travaillé en amont. En fait, on va pas utiliser une seule fois le lexique de la carte postale, mais ils vont pouvoir le revoir comme ça tout au long de l'année, en fait. Enfin, tout au long de Ouais. l'année. Euh, À différents l'activité, moments. voilà, l'activité carte postale va pas forcément être proposée toute l'année. Il va être peut-être proposé, enfin réalisé en période 1, retravaillé en période 2 dans le centre, et puis peut-être en période 5. Voilà, le but Ouais. c'est de faire varier aussi un peu les activités dans le centre. Moi, là, dans ce que tu viens de dire, j'entends deux choses. Un, cette idée de recycler et de spiralaire. Tu parlais de spiralaire. Je dis Mm. les deux parce que recycler du point de vue de l'enseignant, c'est-à-dire que ça permet de se dire on n'est pas non plus obligé de réinventer tout le temps des trucs. L'idée, c'est d'aller piocher dans ce qu'on a déjà fait. Et ça, c'est souvent dans les personnes qui essayent de mettre en place un peu, même des ateliers, un peu d'autonomie, même sans forcément être dans le flexible, mais ou des ateliers, voilà, des choses en autonomie pour leurs élèves, c'est de se dire, ok, allons chercher dans ce qu'on a déjà fait, ce que les élèves ont fait et de rebrasser, donc du point de vue du prof et du point de vue de l'élève, ben, ce que tu disais, l'enseignement spiralaire, de fait de refaire, ce qui est appuyé par les sciences cognitives d'ailleurs, de se dire, ben, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est su, faut le faire, le re-refaire et le re-refaire avec avec des espaces. Et là, quand tu dis, on le fait, on le travaille ensemble en période 1, on le retrouve en période 2 dans le centre d'autonomie et on peut encore le retrouver quelques périodes plus tard, c'est intéressant. Tout à fait. Par exemple, pour moi, le centre d'écriture, c'est vraiment le centre où l'enseignant ne va pas avoir plus de travail que ce qu'il a fait en créant sa séquence. Puisque les outils qu'il va mettre dans le centre pour réaliser l'activité, ils ont déjà été créés en fait au cours de la séquence d'apprentissage. Donc en fait, c'est vraiment un centre, pour moi, le centre d'écriture, où finalement, une fois qu'on a fait le travail en groupe classe, bah, il n'y a plus rien à faire, quoi. Tout roule, en fait. Il y a juste à mettre les outils dans le centre. Donc, c'est pas Ouais. forcément un dispositif qui demande énormément de. Enfin, ça demande énormément de travail parce que ça nécessite de faire une Ouais. séquence très structurante pour leur donner des outils pour être autonomes. Donc, on va pas se contenter effectivement de leur faire écrire une carte postale à l'arrache. Non, on va vraiment construire des outils avec eux pour qu'ensuite ils soient capables en autonomie de les Ouais. reprendre. Donc, ça demande du travail, mais Ouais. c'est un travail de création de séquences plus Mm. que un travail d'outils qui va être créé spécialement ou spécifiquement pour les centres en fait. Ouais, en fait, ce que ça demande, c'est quand même d'anticiper en se disant, je vais créer quelque chose qui va être réutilisé. Donc, ça veut dire que il y a la question déjà des outils. Donc, tu parles en se disant, bah, ce que je leur fais, donc, faut être hyper explicite et faut penser aussi ces outils pour qu'ils soient déplaçables, ne serait-ce que déplaçables et réutilisables, en tout cas dans le centre. Donc, il y a cette idée-là. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'à l'inverse, ça oblige à penser ces outils pour que les élèves puissent s'en emparer et les réutiliser tout seuls après. Tout à fait. Après, moi, je crois vraiment que travailler sans leur donner des outils pour être autonome, de toute manière, ça marchera pas forcément. Même si je les mettais pas en centre, les activités, par exemple, de production d'écrit, euh, je, je crois quand même que dans ma séquence, ils seraient intéressants pour mettre dans le carnet de mots, etc. Bon, ça, on fera un podcast sur la production d'écrit plus tard, voilà, je pense que c'est vraiment intéressant de toute façon de créer des outils pour les rendre autonomes. Et après, effectivement, bah, c'est plus facile ensuite pour construire les centres, quoi, pour mettre du Mm. matériel à disposition. Ouais. Après, moi, je crois vraiment qu'il faut, quand on crée des choses, euh, éviter que ce soit un one-shot. C'est-à-dire que je prends du temps pour créer un outil, il faut que cet outil soit rentable pour moi, en tant que Ouais. prof. Si je crée un jeu plastifié et qu'il me sert une seule fois, alors que ça m'aura pris 1 heure à construire, je crois que c'est pas une bonne idée.
en termes Ouais. de... D'économie et d'écologie de soi, enfin, Voilà, et voilà. Alors, écologiquement parlant aussi, mais aussi aussi. en termes voilà, de travail pour l'enseignant, il faut qu'il y ait pour moi, il faut qu'il y ait une plus-value, quoi, voilà. Un rapport temps de préparation, temps d'utilisation qui soit cohérent. Exactement. Donc, les outils que je vais créer dans le centre, je sais qu'ils vont être utilisés à maintes reprises et ça me coûte moins de les créer aussi en me disant, bah, voilà, c'est quelque chose qui va vivre et qui va vraiment avoir un temps de vie important pour mes élèves. Ouais. Donc pérenniser les outils. Je me note, je me fais comme une liste un cahier des charges. Tout à fait. Donc pérenniser les outils, penser les outils dès la conception de la séance en se disant ben ça va être réutilisé, ce sont des outils pour permettre aux élèves d'être autonomes et puis revoir les choses, rebrasser les choses plusieurs fois et aller piocher dans ce qu'on a fait. Là tu nous as parlé du centre d'écriture. Quels autres centres tu as dans ta classe? Alors, j'ai un centre d'art. Celui-là, Ouais. c'est peut-être celui qui est le plus libre parce que justement, je donne plein de médiums différents sans forcément les avoir vus avant pour qu'ils testent. Et ensuite, dans l'année, on va utiliser par exemple le fusain qu'ils auront déjà pu tester en fait dans le centre d'art. Et là, justement, je vais me servir de leur expérience en leur disant voilà, le fusain, comment on peut l'utiliser, quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'on peut faire. Là, je vais me servir vraiment de leur expérience. Le centre d'art, c'est peut-être celui qui est le plus qui laisse Expérimental. le plus expérimental. Voilà. Donc j'ai le centre d'art où ils ont plein d'activités différentes. Donc ça peut être du dessin, mais ils ont accès à de la peinture, ils vont avoir accès voilà, au craie-grasse, au fusain, à plein de médiums. Ils vont avoir la possibilité de construire aussi des choses en 3 dimensions, d'utiliser des caplas pour faire des constructions. Enfin, c'est vraiment très ouvert en fait. Et je mets pas tout au même moment non plus. Voilà, ils vont avoir 3-4 activités qu'ils peuvent réaliser. Et après, ils peuvent complètement sortir de ces activités aussi pour créer d'autres choses. Ouais. Par exemple, une année, j'ai eu des enfants qui ont commencé à me construire des maquettes de pièces de maisons avec des bouts de papier voilà, que j'avais laissés en libre accès. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils fassent ce genre de choses. Ils se sont mis à créer des maisons de poupées, en fait. Et donc, il y a un groupe de 2 qui a commencé à faire ça et tous les autres ont trouvé ça trop cool. Donc, j'ai eu un salon, une chambre. Voilà, ils me créaient des petits livres. Enfin, ils faisaient des petits dioramas. En fait, c'était excellent, quoi. Je trouvais ça génial. J'adore. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'avais initié au départ. Mais là, c'est vraiment eux qui se sont mis à créer des choses. Bah, Voilà. du coup, la créativité prend tout son sens là et c'est hyper intéressant. Ce que j'entends là sur ton centre d'art, c'est il y a à la fois c'est libre, mais en même temps c'est quand même cadré quand tu dis que tu mets pas tout à disposition, donc tu choisis un peu ce que tu mets à disposition et eux ils ont la liberté de faire autre chose. Est-ce que tu leur donnes des contraintes ou des consignes à certains moments dans ce centre-là? Alors, de toute façon, je mets quand même des activités guidées parce qu'il y a des enfants qui en ont besoin, qui n'ont pas forcément un imaginaire très développé, etc., et qui vont avoir besoin au départ de modèles, de choses Ouais, pour voilà, comme ça, imiter. voilà, pour imiter, et ensuite pouvoir se sortir de l'imitation et pouvoir proposer quelque chose. Je vais avoir des petits jeux justement, comme j'ai un jeu que je propose sur mon blog qui s'appelle Hazard, où tu as un sujet, un médium imposé et une contrainte. Donc la contrainte, ça va être de le faire en pointillé, de le faire qu'avec des lignes droites. Voilà, et donc normalement, ils sont censés jouer à 2, chacun propose son dessin et ensuite ils se rendent compte qu'ils ont des trucs avec une même contrainte, un même médium qui sont complètement différents et c'est assez rigolo de voir justement que l'imaginaire il rentre en compte dans ce genre d'activité. On va avoir des activités vraiment de dessin pour reproduire avec les lancers dessines, par exemple. On va avoir la découverte d'artistes avec des boîtes d'artistes, où là, vraiment, on est un peu dans le à la manière d'eux, effectivement, mais en même temps, ils peuvent sortir. En fait, ils sont vraiment très libres, donc ils peuvent s'inspirer, sortir, et puis pour certains, on est plus dans l'imitation, et c'est pas grave, en fait. Ouais. L'important, c'est qu'ils expérimentent plusieurs médiums aussi, plusieurs supports. Il y a du carton, il y a du papier, il y a du plastique. On est en mode vraiment récup. Donc Ouais. les rouleaux de papier toilette, les pots de yaourt sont sortis dans ce centre-là. Et puis en fait, ils peuvent ramener plein de trucs. Ah, c'est Donc bien. voilà. Ouais.
Oh, ça, c'est génial. Donc voilà, donc j'ai un centre d'art, j'ai un centre de mathématiques. Donc Ouais. là où on va beaucoup sortir quand même des jeux de société mathématiques pour travailler beaucoup le calcul. On va voir aussi des petites frises de géométrie à reproduire. Enfin voilà, il y a plein de petits jeux mathématiques, mais on passe vraiment par le jeu. Là, à ce moment-là, c'est pas du tout des activités avec des fiches de calcul. Ouais. Voilà, on va avoir le centre de mots. Donc celui-là, il va permettre de travailler le lexique Ouais. qui aura été travaillé dans la période. Donc, par exemple, nous, en ce moment, on a fait un gros travail sur les JO. Donc, j'ai des activités en lien avec les JO. Donc, ça va être, par exemple, faire une fleur lexicale collective avec plein de mots autour du sport. Donc là, ils vont avoir plein de livres où piocher des mots. Ils vont avoir des dictionnaires pour pouvoir les écrire correctement. On va avoir des sports à remettre dans l'ordre alphabétique. On va avoir des jeux autour des antonymes, des synonymes. Voilà, plein de travail autour d'une thématique en fait. Ouais. Et puis après, on va avoir des petits jeux, voilà, des petits jeux autour de lexique, quoi. J'ai un centre de poésie aussi. Donc Ouais. là où les enfants vont pouvoir lire des poésies, s'entraîner à dire des poésies, choisir des poésies à copier et à apprendre. Donc dans ce centre, on va plutôt lire de la poésie et puis faire de la copie, faire de l'apprentissage, s'entraîner à deux à la réciter et à la mettre, voilà, à la mettre en voix. J'ai un centre de lecture où les enfants là ont accès à la bibliothèque et vont pouvoir réaliser des petites activités ensuite en lien avec leur lecture. Donc ça peut être juste raconter à son camarade ce qu'il a lu, pourquoi il a aimé, ou faire des petits post-it comme dans les librairies pour donner envie de lire le livre, écrire un résumé. Voilà, donc souvent, sur certains livres, j'écris moi des petits mots à l'intérieur en proposant des activités que je trouve intéressantes. Ils peuvent s'y référer, mais en fait, ils ont un petit référent aussi d'activités où ils peuvent trouver plein d'activités à réaliser. C'est intéressant, excuse-moi, je reviens là-dessus. C'est du coup, si je comprends bien, c'est en fait, il y a les livres, ils peuvent lire un peu ce qu'ils veulent, etc. Et ils ont toute une batterie d'activités possibles. Oui. Et ils choisissent en fait quelle activité ils peuvent faire sur quel livre. Du coup, il y a du choix, peut-être plus que de la liberté, mais par contre, c'est quand même cadré par, je sais que si je vais là, je dois lire, et ensuite je peux soit raconter, soit dessiner, soit me servir des petits post-it que tu auras mis dans les livres, etc. Exactement, il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Alors, ça peut très bien, si un enfant a lu pendant son temps de centre et n'a pas fait d'activité parce qu'il était trop pris dans son livre, et il n'y a aucun problème en fait. Il fera son activité au prochain centre d'écriture. Mais il y a toujours quelque chose à produire. Alors, ça peut être de la production orale, si c'est juste discuter avec son camarade, mais ça peut être aussi, tiens, j'adore ce livre et je vais le mettre en voix justement pour le mettre ensuite dans le centre d'écoute, pour que les autres élèves puissent l'écouter. Ça peut être, je vais écrire un résumé et je vais le coller sur le livre pour donner envie. Voilà, le but quand on fait quelque chose, c'est quand même qu'il y ait un échange avec les pairs. Donc, si j'écris quelque chose, le but c'est ensuite que les autres puissent le lire. Ou si je discute avec mon camarade, voilà, c'est de s'enrichir de la discussion. Ça peut être aussi, dans ce centre, s'entraîner à la lecture à haute voix. Donc à deux, ils peuvent choisir un album. Il y en a un qui lit la première page, l'autre qui lit la deuxième page. Pour moi, ça reste une activité du centre de lecture. Ouais. C'est important, je pense, de dire ça, parce que derrière ça, il y a vachement d'intention pédagogique et de gestes et de cadrage. On pourrait avoir l'impression que ces centres d'autonomie, on pose un truc, et puis en fait là, c'est important, même pour le penser, d'avoir ces intentions-là, de se dire, il y a du choix, je suis un élève, j'arrive, si je ne sais pas quoi faire dans ce centre, j'ai des trucs qui me guident, je peux faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, et que chaque proposition, elle permet de travailler une compétence. Tout à fait. La mise en place des centres, elle est très lente au départ. Quand on va leur présenter le centre, on va, la première fois, au début de l'année, on va leur laisser la possibilité juste entre deux activités au départ. Pour pas justement que ça soit trop compliqué. Et pour qu'ils se mettent vite en action. Donc, cette présentation, elle est très modélisante. Moi, je me mets, par exemple, à la place de l'élève et je montre comment je vais faire. Donc, je vais aller, par exemple, dans le centre d'écriture. Je vais lire mon livre, je leur montre comment faire. Je peux utiliser par exemple un petit chuchoteur pour m'entendre. Voilà, je leur montre les outils à disposition.
Et puis ensuite, je leur montre mon petit référent d'activité. Et je vais leur dire, voilà, dans ce référent, pour l'instant, vous avez 2 activités. Ça peut être écrire un résumé ou écrire une petite note pour donner envie à un élève de lire. Il faut faire l'une ou l'autre. À ce moment-là de l'année, vous avez le choix entre celle-ci et celle-là. Comme ça cadre un peu. Et très vite, ils vont comprendre ce qu'il va falloir faire. Et quand on va faire des retours de centre, donc ça, c'est des petits temps qui sont à la fin des centres, où certains élèves de certains centres vont être invités à présenter ce qu'ils vont faire, enfin ce qu'ils ont fait, pardon. Ils sont invités à présenter ce qu'ils ont fait. Ça va donc déjà expliquer aux autres comment faire. On va revenir sur l'explicitation, alors comment t'as fait, toi quelle activité tu as fait, est-ce que tu peux nous la présenter? Et malgré tout, il y a ce petit truc aussi de l'élève où il se dit, ok, je suis en autonomie, mais peut-être que la maîtresse, elle va m'interroger pour que j'explique ce que j'ai fait. Et donc, j'ai quand même intérêt à faire quelque chose parce que je vais pas pouvoir inventer. Même dans une discussion, en fait, quand je vais interroger un enfant et je vais leur dire, alors vous avez fait quoi au centre? En fait, on a lu le livre et puis ensuite on a discuté. Ok, racontez-moi, qu'est-ce que vous vous êtes dit? S'ils n'ont pas vraiment discuté, ça va être très compliqué comme ça, voilà, d'improviser. Ouais. Alors que s'ils ont vraiment eu un échange, là, en fait, ils vont pouvoir en parler et expliquer aux autres. Donc, et si jamais au départ c'est un peu complexe, on se dit on s'est juste dit qu'on aimait bien. Ok, alors tiens, on va vivre ce temps ensemble. Qu'est-ce que t'as bien aimé? C'était drôle. Qu'est-ce que t'as trouvé drôle? J'ai trouvé drôle ceci, cela. Et en fait, on va montrer aussi au groupe classe comment se crée un échange entre les enfants. Ça, c'est hyper important aussi que ces temps de centre, ça soit pas juste pour montrer quelque chose de palpable, mais que parfois juste les échanges, en fait, faut leur montrer, sinon ils vont pas savoir le faire. Donc, on va se mettre en discussion avec l'élève pour vraiment montrer de quoi on peut parler. Puis après, on peut faire des listes dans le centre avec, voilà, on peut discuter de quoi? De ce qu'on a aimé, de ce qu'on a trouvé drôle et comment on le fait, comment on argumente, etc. C'est vraiment un travail de langage oral, finalement. Là, la compétence qui va être travaillée, c'est le langage oral. C'est hyper explicite. Moi, dans ce que tu viens de dire, j'ai entendu le fait que, tu modélises vachement le comportement attendu au centre. Et ça, souvent, quand les gens pensent autonomie, ils se disent, mais comment rendre les élèves autonomes? On a l'impression que c'est juste une attente et qu'une fois qu'on a dit aux élèves, soyez autonomes, ils savent faire ce qu'il faut. Alors que là, tout ce que tu mets en place, ça soutient cette autonomie et aussi ça soutient l'autodiscipline des élèves sans en faire juste une attente qu'on n'aurait pas travaillée. Et donc là, tu montres que petit à petit, au début, tu cadres vachement en mettant que 2 activités. Il y a du choix, mais pas trop. Et petit à petit, tu ajoutes des choses. En plus, tout à l'heure, on parlait de s'économiser et d'être écologique pour notre vie aussi. Donc, c'est de dire qu'on peut alimenter un centre petit à petit. On n'est pas obligé de tout de suite avoir 6 propositions quand on met en place un centre. Donc il y a cette idée-là d'y aller progressivement, tu as dit mise en place lente, de modeler de montrer en tout cas les attentes en termes de fonctionnement, de comportement, et puis le fait de savoir que on va en reparler, même si la maîtresse elle ne me voit pas faire au moment où je le fais, il y a de la confiance, mais quand même un regard sur ce que je vais faire et aussi un intérêt sur ce que j'ai fait. Il y a plein de choses là-dedans. Je m'intéresse à ce que vous avez fait, à ce que vous apprenez. Si vous n'avez pas réussi à le faire tout seul, on revient dessus et je vous montre on voit ensemble comment faire mieux la prochaine fois. On remet en mots ce que vous avez fait. Donc il y a tout en fait. Ça pourrait être, je pense que quelqu'un qui vient dans une classe sans savoir ce qu'il y a dans ta tête là, dans les intentions, pourrait ne pas voir tout ça. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça roule tout seul et que tu mets le centre et ça fonctionne, et en fait non, derrière il y a toute une construction. Et puis ça fonctionne pas dès le départ. Par exemple, j'ai un centre, tous les ans c'est la même chose, c'est le centre d'écoute. Je vais présenter comment utiliser le poste, par exemple. Ouais. Donc, je vais modéliser. Donc, je vais leur dire, je vais mettre la parole à tous mes gestes. Donc, je prends le casque, je mets le casque et je le mets dans le trou avec le petit logo. Ensuite, j'appuie sur play. Enfin, vraiment, je montre bien. Ensuite, je demande à un élève de le refaire en parlant aussi, en alliant le geste à la parole. Donc, je me dis, OK, c'est bon, vous avez compris? Oui, vous savez faire? Oui, pas de problème. Et puis vient le centre le lendemain d'écoute. Et alors, à chaque fois, c'est un gros échec parce qu'ils n'arrivent pas forcément à le faire. Alors, si c'est pas le premier binôme, ça sera le deuxième qui saura plus, en fait. Et il y a quand même une règle dans le centre, c'est que quand on est en centre d'autonomie, la maîtresse n'est pas là. Parce que la maîtresse, elle est dans un centre guidé avec la moitié de sa classe. Donc moi, à ce moment-là, je veux pas qu'on me dérange.
Donc, il arrive toujours au début de l'année des enfants qui arrivent. Je suis en train de faire de la conjugaison et qui me disent maîtresse, on n'arrive pas à allumer le poste, à écouter l'histoire. Donc là, je les regarde et je leur fais un petit signe, alors que vous verrez pas du coup à la caméra, mais je leur montre que je vais pas parler. En fait, je zippe voilà ma bouche et voilà, je lui dis, je dis rien. Alors ils repartent un peu énervés, généralement, ils sont pas très contents. Mais en fait, moi, si je quitte là mon groupe, je sais qu'en fait, c'est déjà je perds mon groupe de conjugaison parce que le temps que je leur montre, que je leur explique, voilà, il y a déjà 10 minutes qui sont passées sur mon temps de centre et c'est pas possible. Et alors, généralement, je les vois du coin de l'œil s'affairer, essayer, pas réussir, s'énerver, s'agacer. Voilà. Donc, évidemment, à mon retour de centre, c'est ce groupe-là que je vais interroger. Je vais leur dire, alors, comment ça s'est passé? Et généralement, ils me disent, on n'a pas réussi et puis t'as pas voulu nous aider. Avec un peu d'agacement, voilà, parce qu'ils ont quand même l'habitude qu'on vienne les aider. Et généralement, ma réponse est, mais attendez, je suis la seule dans la classe à savoir comment utiliser un poste. Là, généralement, il y a d'autres enfants en centre qui disent, ah ben non, mais moi, je sais l'utiliser. Bah, tiens, t'aurais pas pu demander à Kevin de venir t'aider? Ah, mais on a le droit. Ben, bien sûr qu'on a le droit. On a le droit de coopérer. On est une classe qui coopère. Et il y a des moments où la maîtresse, elle pourra pas être disponible pour vous. Donc, il va falloir vous appuyer les uns sur les autres pour réussir à se sortir de situations complexes, à résoudre des problèmes. Et en fait, voilà, quand ils savent ça, donc il y a juste à dire, qui a réussi? Ah moi j'ai réussi. Ok, donc toi tu as un référent poste au centre d'écoute. Voilà, s'il y a un problème, les enfants, vous savez que Kevin peut vous réexpliquer la marche à suivre. Attention, le but c'est quand même que Kevin, à un moment donné, il soit pas tout le temps en train d'installer le poste, et donc il faut que vous appreniez. Donc Kevin, tu vas leur remontrer comme on a appris, comme on a modélisé. Tu vas bien leur montrer en disant chaque geste que tu fais pour que ça rentre voilà dans leur mémoire. Et après tu regardes, tu enlèves tout, ils doivent recommencer. Ok, bon d'accord. Et donc après ça se passe en fait, ils arrivent à se débrouiller. Mais ça c'est hyper important de. Au début, la première année, je répondais. Ah t'as besoin d'aide, alors je courais partout. À un moment donné, je me suis dit mais je vais pas pouvoir faire ça en fait. J'arrive pas à faire mon centre, c'est pas possible. Du coup, je suis tout le temps en train de m'occuper du centre, c'est compliqué. Donc voilà, donc faut vraiment garder cette règle de au centre, quand la maîtresse est au centre guidé, la maîtresse au centre guidé est nulle part ailleurs. Ouais, c'est rester congruent dans ce qu'on leur dit, et je trouve que c'est hyper important en termes de gestes. Mais là, tu vois, souvent c'est le truc entre ceux qui culpabilisent de pas aller aider les élèves. Oui, mais ils y arrivent pas. Souvent dans les coachings, j'ai ça. Oui, j'arrive pas à les mettre en autonomie. Ils sont pas. Ouais, mais en fait, si t'y vas à chaque fois, il y a aucune raison que je sois plus autonome. Si Exactement. tu viens chaque fois m'aider, je vais te demander à chaque fois de l'aide. Mais c'est pas facile, hein, parce que quand on voit une demi-heure des enfants galérer et s'agacer, et voilà, on a envie parce qu'on se dit ça serait tellement simple. Je peux leur donner la solution en quelques secondes. Mais en même temps, je pense que c'est important de faire émerger le problème pour montrer que la solution, elle vient pas forcément que de l'enseignante, c'est pas la seule source de savoir dans la classe. Et en fait, c'est comme ça qu'on va créer de la coopération. Je pense que sinon, la coopération, elle va même être plus difficile à mettre en œuvre en classe parce que c'est toujours la maîtresse finalement qui donnera la bonne réponse. En fait, tu crées le besoin quelque part. Exactement. Je crée leur besoin d'être dans une coopération ensemble pour pouvoir s'en sortir en fait. On est capable de le faire quand on arrive à voir plus loin, quand on arrive à voir la conséquence de ce qu'on est en train de faire ou de ne pas faire justement, et que ça devient intentionnel. Ça ôte la culpabilité et ça travaille un peu notre contrôle inhibiteur à nous, de se retenir et de se dire j'y vais pas. Et on les voit toujours du coin de l'œil galérer. Mais je trouve que c'est important pour les enseignants qui n'ont pas encore réussi à faire ça, d'entendre que il y a une raison en fait. Je suis pas juste en train de les laisser galérer parce que moi j'ai envie d'être toute seule à mon centre, avec mes élèves en activité guidée et que je leur apprends à me laisser tranquille. Non, en fait derrière on leur apprend à eux aussi à faire quelque chose. On est en train de leur apprendre à trouver des solutions. Tu vois, tu as parlé de pensée complexe tout à l'heure. Il y a de l'entraide, de la coopération. On est sur les compétences psychosociales, quoi. Il y a de l'esprit critique, de la prise de décision, de l'autonomie. Enfin, c'est ça. Quand on se retient et qu'on va pas les aider, qu'on va pas leur donner la solution, en fait, on leur permet de développer des compétences, quoi. Tout à fait. Après, il faut leur donner... l'important, c'est de revenir dessus. C'est-à-dire que j'aurais été là-dessus si j'avais pas fait de retour de centre
et que je leur avais dit, bah, vous avez pas réussi, bah, vous aviez qu'à écouter lorsque j'ai modélisé. Non, ça, c'est pas possible. Ouais, merci. Mais justement, de revenir dessus en disant, en fait, je t'ai vu. Évidemment que je t'ai vu être en difficulté. Et je vais t'apporter une solution, en fait, que t'as pas trouvé tout seul, c'est-à-dire aller demander aux autres. D'ailleurs, je le fais un peu volontairement, de pas forcément dire tu peux aller aider les autres d'emblée. C'est vraiment pour faire émerger le problème et leur dire bah, attendez, mais qui a dit qu'on n'avait pas le droit d'aller demander à ses camarades en fait? À partir du moment où tu le fais avec évidemment une certaine, en évitant de faire trop de bruit, hein, tout simplement. Et je voulais revenir aussi tout à l'heure sur, tu disais ils font pas rien en centre. Enfin, de toute façon, des enfants qui sont en centre et qui ne travaillent pas, ça s'entend. Et ça va me gêner, moi, dans mon centre guidé. Parce que quand on travaille pas et qu'on n'est pas en activité, en fait, on va se mettre à bavarder, on va se mettre à rigoler, on va se mettre à faire des bêtises, en fait, tout simplement. Hein, c'est des enfants. Ils vont forcément tester. Ils vont forcément se dire, oh là là, je suis en autonomie. Attends, vraiment? Est-ce que je suis obligée de travailler? C'est le jeu, en fait. Donc là aussi, j'ai une règle qui est un peu rude, mais généralement qui marche et qui ne se reproduit pas. C'est tu fais du bruit, tu viens dans le centre guidé, donc tu quittes ton centre et tu vas le faire 2 fois du coup dans la journée, puisque voilà, si tu l'as déjà fait tout à l'heure, bah ça sera la 2e fois, et si tu l'as, voilà. Et généralement, ils se disent que quand même être en centre, c'est avoir la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire, même si on travaille, on a quand même une liberté de choix dans l'activité. Généralement, on essaie quand même de leur proposer aussi des activités motivantes qui leur font plaisir quand ils sont en train de faire des maths, mais qui sont en train de jouer un jeu de société, c'est ludique, ils sont contents de partager un moment. Ils disent que quand même, c'est vraiment plus cool que d'être avec la maîtresse en train de faire peut-être un travail un peu plus formalisé et un peu moins fun, entre guillemets. Donc généralement, ils le font 1 fois, mais pas 2. J'adore. Non, mais je trouve que là, c'est important de pouvoir montrer, là, dans ce que tu fais, que, ok, il y a du cadre. C'est pas non plus un cadre punitif. Enfin, on n'est pas obligé, parce que des fois, il y a des collègues qui savent pas comment intervenir et comment recadrer, et qui pensent que recadrer, c'est forcément sanctionner, punir et faire un truc un peu... Enfin, voilà, t'imagines bien ce que ça peut être. Et là, de dire que oui, en fait, on cadre, et si on respecte pas la règle, ben, la solution, c'est qu'on perd son autonomie. Tout à fait. Mais on continue de travailler et on en tire les conclusions qu'il faut pour se mobiliser mieux la fois d'après, quoi. Et puis c'est vraiment expliquer aux enfants que voilà, on les punit pas de centre pour notre plaisir, mais parce que quand ils sont en centre d'autonomie, ben, tout le monde est en train de travailler, tout le monde est en train de faire des choses différentes, et qu'on a besoin quand même de respecter un minimum de calme pour pas que ça soit désagréable pour tout le monde en fait. Ouais. Donc ça amène forcément du bruit, hein. C'est pas une classe silencieuse quand on est en centre, mais il y a quand même un niveau sonore à respecter, et il faut que tout le monde soit confortable pour travailler. Donc leur expliquer que voilà, ils sont sortis du centre à ce moment-là parce qu'en fait ils empêchent le groupe à ce moment-là de travailler, et qu'ils sont en train d'apprendre, que c'est pas dramatique, mais que s'ils veulent gagner que l'autonomie ça se gagne aussi, que la confiance ça se gagne. Et donc s'ils respectent pas les règles, ben en fait ils vont pas pouvoir avoir accès à ce dispositif tout simplement. Mais généralement en fait très vite ça se met en place. Par contre, il y a des moments dans la classe où je vais leur apprendre par exemple tout simplement sur un travail de groupe à chuchoter, en leur laissant plusieurs chances avec j'ai un espèce de petit système de billes. Quand tu perds voilà, t'as 3 billes au départ, et puis quand ça fait du bruit, je vais enlever une bille en explicitant bien ce qui me dérange. Là, vous avez crié pour vous faire entendre, vous faites trop de bruit, vous parlez à voix haute, et attention, il vous reste plus que 2 billes. Où là, on va vraiment être dans un apprentissage de comment on parle. En centre, je peux pas me permettre de faire ça. Donc, c'est quand même beaucoup plus cadré. T'es en train de faire autre chose que ton travail. Il y a pas de prévention, quoi. C'est pas 1 fois, c'est pas 2 fois. Non, tu viens tout de suite t'asseoir. Parce que je leur montre qu'à ce moment-là, moi, j'ai pas le temps de faire de la gestion de classe. Je suis en train de faire autre chose. Donc voilà, il y a différents temps dans ma classe pour apprendre aussi cette gestion du bruit, etc. Où le centre, c'est pas forcément un moment où on va apprendre avec lenteur ce que c'est que de respecter. C'est-à-dire que voilà, la mise en place du centre est lente, mais par contre sur la gestion de classe, faut que ce soit un peu drastique, quoi. Et puis du coup, c'est aussi la capacité, nous enseignants, à se rendre indisponible. Oui. À se dire, en fait, là,
je suis dans mon activité guidée, je suis avec des élèves en train de les aider, je ne suis pas disponible. Surtout que c'est un temps pour moi qui est très précieux, ce temps de centre guidé, parce que je vais m'en servir justement pour travailler généralement des trucs un peu complexes, où vraiment je vais pouvoir être là avec un demi-groupe. Donc déjà, moi, ça me permet d'avoir un geste de différenciation beaucoup plus précis et beaucoup plus intéressant que quand j'ai un groupe classe, où on sait bien que de faire de la différenciation quand il y a 6 élèves qui sont en difficulté sur la pose de la multiplication, en fait, c'est compliqué d'être là pour tout le monde et d'avoir un vrai échange, de comprendre où est l'erreur. Voilà. Là, quand j'ai un demi-groupe, donc par exemple, là, cette année, j'ai une classe de 25, donc ça veut dire que j'ai un groupe de 12 ou de 13 en centre guidé. Quand j'ai un groupe de 12 ou de 13, il y en a peut-être 3 qui vont être en difficulté et moi, ça va me permettre vraiment en une demi-heure de pouvoir vraiment être là pour eux, en fait. Donc, moi, c'est des temps où je vais vraiment caler quelque chose de compliqué. Donc, ça va être des choses qui peuvent être complètement différentes. Hein. Mais voilà, ça peut être aussi pas forcément des choses compliquées, mais où je vais avoir une gestion de matériel complexe. Je sais pas, moi, une expérience en sciences, par exemple. Où je veux qu'ils manipulent tous. Voilà, c'est typiquement un bon moment. Ils sont 12, j'ai besoin de matériel pour 12 et pas pour 25. Moi aussi, en termes de gestion de classe, c'est facilitant. Voilà. Donc, ça peut être vraiment des choses qui sont très diverses quand moi, je vais être en centre guidé pour le coup. Ok. Ça me fait venir 2 questions. Donc, la première, c'est la question du temps. Donc, j'ai entendu 30 minutes. C'est le temps que tu consacres. En fait, tu fais des plages horaires d'1 heure où tu tournes sur centre guidé et centre autonomie. Alors, ça va être ça peut varier. En fait, moi, je vais utiliser vraiment le temps qu'il me faut aussi pour mon centre guidé. J'essaye de pas dépasser 30 minutes parce qu'après l'autonomie justement devient complexe à gérer pour les enfants et c'est normal, ils sont petits en fait, donc se gérer en autonomie 30 minutes, c'est déjà long. Pour des CP, par exemple, je vais faire des plages plutôt de 20 minutes. C'est largement suffisant. Même au début de l'année, ça peut être un quart d'heure. Voilà, je vais augmenter un peu. Faut se dire, ils viennent de maternelle. Voilà, attention. Même moi, en maternelle, quand je vois souvent des séances, quand je viens en classe qui durent 45 minutes, c'est trop long. Ils décrochent les petits. Donc voilà, au tout début de l'année, on va faire vraiment des petites plages. Et puis, on va augmenter petit à petit. Donc, même en CE2, voilà, mes premières plages, ça va être 20 minutes. Et puis, petit à petit, si j'ai besoin d'une demi-heure, je vais m'accorder aussi une demi-heure. Ça va vraiment dépendre de l'activité que je vais faire en centre. Oui, souvent je roule, je fais un roulement dans l'heure, mais parfois pas. Parfois, j'ai des enfants qui vont faire le centre le matin, et puis l'autre groupe va le faire l'après-midi. Ça va vraiment dépendre de mon emploi du temps, en fait, ça c'est assez libre. Je leur dis en amont, parce que souvent, ils sont pas contents de commencer avec moi en centre guidé. Hein. Je leur dis, bon, alors le groupe rouge et bleu, vous allez en centre. Ils sont là, oh non, en centre guidé, vous restez avec moi. Oh non, je dis, mais vous allez le faire après. Oui, bon, d'accord. Mais on sent quand même que c'est une véritable joie d'aller en centre d'autonomie plutôt que de rester avec l'enseignante. Ça me vexe un peu parfois. Mais non, je plaisante. Mais voilà, je vais être assez libre sur ces temps-là. D'ailleurs, souvent, on me demande de partager mon emploi du temps. C'était ma question suivante. C'est compliqué de vous partager un emploi du temps parce que je l'adapte vraiment à ma classe, à ce qu'on fait. Voilà. Donc... Ça, je comprends tout à fait le fait de pas pouvoir, on peut pas tout partager de sa pratique parce qu'il y a tellement de choses qui fluctuent entre ce qu'on a prévu, ce qui se passe réellement. Ça donne pas forcément à voir la réalité des choses, donc ça je comprends tout à fait. Et puis du coup, justement, c'était ça ma question sur l'emploi du temps, c'est est-ce que dans ton emploi du temps, tu t'as fixé des créneaux en fonction du format, c'est-à-dire des créneaux centres, ou est-ce que, et sur lesquels du coup tu adaptes la discipline en fonction de ton besoin, ou est-ce que tu as fixé des disciplines et que des fois tu dis, bon bah là j'ai besoin d'être en centre guidé pour ce truc, donc je mets le centre à ce moment-là, ou est-ce que c'est encore complètement différent, ça peut fluctuer? En fait, sur mon cahier journal, je fais juste apparaître parce que là, du coup, ça va plus être en termes de cahier journal, puisque sur mon emploi du temps, je vais pas le mettre, en fait. Sur mon emploi du temps, j'ai vraiment mis que français, mathématiques, etc. J'ai pas Pour moi, un emploi du temps, c'est pas forcément faire apparaître le dispositif que tu utilises. Donc, je mets français, maths, voilà. Et puis, s'il y en a qui font une demi-heure de maths et les autres, ils font une demi-heure d'écriture, c'est pas très grave, en fait. Par contre, sur mon cahier journal, je vais mettre, je vais faire 2 cases, un peu comme un double niveau, en fait, où il va y avoir donc le centre guidé, donc là, avec mon objectif d'apprentissage, etc., et ce que je vais travailler.
Et en face, je vais mettre mon centre. Et généralement, je fais apparaître à la période, donc c'est toujours le même créneau, mais les activités qu'on peut retrouver dans le centre d'écriture, par exemple, dans le centre des mots, etc., avec les objectifs qui sont associés. Et en fait, comme ils vont tourner tout au long de la période, ça, c'est quelque chose que je vais pas forcément changer dans mon cahier journal au cours de la période. Après, je pense que c'est important quand même de réfléchir en termes d'objectifs. C'est-à-dire que dans mes centres, je n'ai aucune activité occupationnelle. Ouais. Et ça, je crois que c'est un écueil. Voilà, faut faire attention à ça. Les centres d'autonomie ne sont pas des centres où on n'apprend pas, où on ne s'entraîne pas. Ce ne sont pas des activités de délestage pour pouvoir être tranquille au centre guidé, en fait. Voilà, pas du tout. Il y a vraiment un objectif d'apprentissage derrière. Donc, il faut faut juste bien le garder à l'esprit, parce qu'on peut voir ça parfois un peu, des activités qui vont être occupationnelles pour justement mettre le groupe en autonomie. Et ça se voit par exemple un peu en maternelle parfois. Je pense qu'il faut faire attention à ça, juste. J'ajouterais même que c'est pas parce qu'on est dans une thématique que c'est pas occupationnel. C'est-à-dire, je me dis, c'est pas parce qu'on dit « Ah, je fais les multiplications, je vais leur trouver un truc sur les multiplications, donc c'est bon ». Non, c'est du coup là, l'intention, on l'a bien entendu d'ailleurs dans ce que tu dis, dans ce que tu as dit, c'est ils sont en train de remobiliser quelque chose de précis et c'est... Tout à fait, et je pense qu'il faut que ça soit explicite pour nous, mais il faut que ça soit explicite pour eux aussi. Par exemple, un truc tout bête sur un jeu de société de mathématiques. Quand je vais le présenter, je vais leur demander, ok les enfants, du coup dans cette activité, vous allez apprendre quoi? Ça peut être par exemple, on va apprendre à faire du calcul mental, on va apprendre, ça va nous permettre de réviser l'étape de multiplication. Je vais prendre un petit post-it, je vais mettre l'objectif, réviser l'étape de multiplication, et je vais le coller sur la boîte. Et je vais leur demander, à chaque fois que vous ouvrez la boîte, s'il vous plaît, avant de l'ouvrir, vous relisez ensemble l'objectif. Qu'est-ce que vous allez apprendre en faisant ça? Et ça, en fait, on peut le faire sur tout, en fait, sur toutes les activités. Alors, je le fais pas, j'avoue, en centre d'art parce que il n'y a pas forcément de Mais sur tout ce qui est mathématiques, français, écriture, même lecture, je crois que c'est très important qu'ils soient bien conscients qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose. Et généralement, d'ailleurs, dans mon centre, dans mon retour de centre, avant de leur demander ce qu'ils ont fait, je leur demande ce qu'ils ont travaillé. Quel était l'objectif de leur travail. Et au début, c'est compliqué pour eux. Donc, ils vont d'ailleurs passer par le faire. Et moi, je vais le traduire en « Ok, donc là, en fait, tu as appris à résumer un texte, c'est très bien, voilà. Mais je vais faire ce travail-là pour qu'ensuite, eux, dans leur tête, ils arrivent à faire le switch, en fait. Et donc, généralement, je leur demande « Non, tu commences ta phrase par « J'ai appris à » plutôt que « J'ai fait à ». C'est d'ailleurs un truc que je conseille d'ailleurs dans mes consignes. En fait, moi, quand j'écris mes consignes, je commence toujours par aujourd'hui on va apprendre ou aujourd'hui on va s'entraîner ou voilà. Un petit verbe d'action bien précis. Ça aide même l'enseignant, je trouve, à être OK. À être explicite aussi. En fait, c'est ça. Toutes les personnes qui se demandent vraiment, c'est quoi finalement être explicite? Alors, c'est tout ça. Là, tous les micro-gestes dont tu viens de parler, ça change tout en fait. De poser un jeu sur la table, quand bien même c'est dans le thème de ce qu'on est en train de travailler, et de laisser les élèves faire et considérer qu'ils vont faire des gestes de tissage tout seuls et comprendre tout seuls qu'ils sont en train de... Ça fonctionne pas. Et la différence, tu prends le même jeu, tu le poses sur la table, tu as réfléchi avec les élèves, tu as mis un post-it, tu leur as dit sur quoi on était, quelles compétences ils étaient en train de travailler, quel était l'objectif. Tu reviens après sur le retour, mais là, c'est valable dans les centres, mais c'est aussi valable dans les bilans de séance. Ça, c'est quelque chose souvent qu'on voit dans les classes, tu dois le voir toi aussi quand tu y vas, c'est qu'on a des bilans de séance qui parlent de ce qu'on a fait, mais pas forcément de ce qu'on a appris. Oui, exactement. Et donc ça, c'est vraiment important de pouvoir à la fin se dire, ok, on a fait ça, ok, mais qu'est-ce que ça nous a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? C'était quoi l'objectif? Ou qu'est-ce qu'on a remobilisé? Et c'était une des questions que je m'étais dit que je te poserais, donc c'est génial que tu en parles, la place de l'explicite dans les centres, quoi. Et en fait, c'est vraiment pas du tout compliqué à mettre en œuvre, quoi. Juste un post-it, le marquer. Par exemple, dans le centre des mots, on travaille beaucoup sur de l'étude de la langue aussi, parce que j'ai parlé du lexique, mais j'ai un peu oublié l'étude de la langue. C'est à ces moments-là que je vais ressortir les jeux, par exemple MHF, que je vais utiliser dans ma pratique. Je fais pas forcément la méthode MHF, mais par contre, j'utilise leurs jeux, et c'est pareil pour MHM. Je trouve que les jeux sont hyper intéressants. Et donc, quand ils vont sortir Infinitix, il faut bien qu'ils comprennent
Enfin, c'est intéressant qu'ils sachent dire, voilà, là, on est en train de travailler sur l'infinitif des verbes, les retrouver. Je trouve que c'est quand même, en fait, la base, quoi, si on veut que ça ait du sens pour eux. Du coup, là, ce que tu nous parles de ce que tu fais en dehors de la classe, en dehors des centres. Tu disais, voilà, ce que tu as fait en classe. Et ça me donne envie quand même de faire préciser ou de nous raconter. En fait, tu fais pas que des centres dans ta classe, et à quelle fréquence, à quelle quantité, et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta classe. Parce que je pense que les gens s'imaginent classe flexible, centre, on ne fait que ça, on est tout le temps comme ça, toute la journée, on tourne que comme ça. Non, non. Finalement, ça s'articule comment dans ta journée? Alors, les centres, il n'y a qu'un temps de centre. Enfin, il y a 2 temps de centre dans la journée, mais les enfants, du coup, n'y vont qu'une seule fois. Et après, c'est une classe avec plein de dispositifs différents aussi, mais parfois on peut travailler en atelier, parfois on travaille en groupe classe, on fait pas mal classe dehors aussi. Donc, le temps de centre, c'est 30 minutes pour chaque élève par jour. À part si un jour, voilà, on a parfois le temps de centre saute en fait parce que j'ai besoin de faire autre chose. Voilà, c'est pas gravé dans le marbre. Surtout que moi, je partage ma classe. Donc, souvent, les personnes avec qui je travaille n'utilisent pas forcément les centres. Donc, ils savent déjà qu'une fois dans la semaine, ils n'auront pas forcément accès au centre. Après, si l'enseignante qui partage sa classe avec moi a envie d'utiliser les centres, bah super, en fait, il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, souvent, quand on est là que pour une journée aussi, on a beaucoup de choses à faire et c'est compliqué parfois de les intégrer à sa pratique. Puis ça correspond à tout un dispositif. C'est pas forcément facile pour les personnes qui me complètent parce qu'elles savent pas forcément les activités qu'il va y avoir au centre, etc. Mais après, je les encourage souvent à justement me dire ce qu'elles font dans la classe. Enfin, forcément, on discute ensemble, donc je sais ce qu'elles font dans la classe et me dire, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas le mettre dans le centre et proposer une activité pour que, voilà, que cette journée-là, elle soit pas complètement dissociée en fait au reste de la vie de la classe. Ouais. Après, les autres dispositifs, c'est des dispositifs de classe normale où parfois on travaille en groupe, parfois on travaille en atelier, parfois on travaille tous ensemble. Et ça, c'est bien de le dire, que la classe flexible, c'est ça. C'est être flexible dans ce qu'on propose en termes de modalités, en termes de façon de faire, de dispositifs, etc. Et que ce n'est pas que des assises flexibles, ou ce n'est pas que travailler tout le temps en centre, ou que travailler tout le temps en individualisant tout. Oui. Ou, voilà. Et ça serait d'ailleurs trop difficile, je pense, pour les enfants de faire des centres en continu, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les capacités, je pense, d'être autonomes pendant des longs moments. Donc, c'est vraiment pour moi une façon de faire varier les modalités de travail et d'en proposer une nouvelle, en fait. Et de réinvestir aussi. Quand on n'a pas toujours le temps de réinvestir en classe les notions qui sont travaillées. Pour moi, c'est vraiment là, je me dis, bah, ça, c'est mon temps où on s'entraîne, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'au début de l'année, il n'y a pas énormément de choix d'activités. Parce qu'on n'a pas encore fait grand-chose. Donc, d'ailleurs, les premières semaines, généralement, il n'y a pas forcément de centre. Je vais d'abord mettre en place ma classe flexible. Enfin, je vais mettre la classe flexible en place. Et ensuite, je vais intégrer les centres. Mais aussi parce qu'il me faut de la matière à mettre dedans. Donc, comment ouvrir mon centre de mathématiques dès la première semaine c'est pas possible en fait, j'ai pas encore présenté de jeu, on n'a pas encore travaillé de notion. Voilà, j'ai besoin de travailler en fait et d'avoir un peu de matière pour pouvoir ouvrir les centres. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va se mettre en place dès le début. Est-ce que tu aurais quelque chose à préciser sur l'impact sur tes gestes professionnels, ta posture, etc. Un ingrédient peut-être nécessaire pour pouvoir mettre en place les centres Alors la posture qui est la plus difficile à avoir, mais qui est essentielle pour moi dans les temps de centre, c'est celle de lâcher prise. Parce qu'on ne va pas forcément avoir un regard sur tout ce qui se passe. On ne va pas voir les enfants, on ne va pas tous les voir. Et les temps de retour de centre ne permettront pas d'interroger tout le monde. Donc moi, je vais faire des choix aussi en passant un petit coup d'œil. Voilà, à un moment donné, je vais quand même sortir de mon centre guidé pour voir ce qui se passe, pour voir ce qui peut être un peu intéressant à faire ressortir en temps de retour de centre, pardon. Mais je vais pas forcément avoir un contrôle sur tout ce qui s'y passe. Mais
Mais c'est une manière aussi de faire confiance à ses élèves. Ouais. Et puis, on va quand même, à certains moments, regarder, checker. Voilà. La première semaine, on peut même se dire, voilà, quand les enfants vont être en temps de centre, justement, je vais donner dans le centre guidé quelque chose qui va pas être guidé, justement, où elles vont être en autonomie, en entraînement sur autre chose. Et moi, ça va me permettre de voir les autres enfants, de pouvoir leur donner des conseils, de pouvoir leur remontrer où sont les outils. Voilà. Après, très vite, il va falloir passer à autre chose et justement lâcher prise. Mais, Ouais. mais Ça voilà. s'accompagne, quoi. Mais la posture de lâcher prise, elle est importante. La posture d'enseignement, elle est importante aussi parce qu'il va quand même falloir être très modélisant à certains moments et il va falloir être très explicite, voilà, en amont sur les compétences qui vont être travaillées. En fait, ça va être plein de postures différentes. Mais celle de lâcher prise, voilà, c'est celle qui fait certainement le plus peur aux enseignants à certains moments de se dire mais je vois pas ce qu'ils font en fait. Et effectivement, nous, on va être concentrés à faire autre chose, en fait. Donc, on va pas tout voir. Il faut accepter ça aussi. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as un outil de suivi ou d'inscription, etc. ou non? Alors, ils ont un cahier de centre où ils peuvent réaliser leurs activités écrites, mais tout ne va pas forcément être justement dans le carnet de centre, puisque s'ils écrivent un post-it, ça va être sur le livre. Voilà. Alors, souvent, par contre, je leur demande de me laisser, par exemple, ils sont en train d'écrire un post-it, ils l'ont mis sur un livre, je leur demande de me le mettre à part le temps que je vérifie le post-it, que je recorrige avec eux les erreurs. Voilà, généralement, je les prends avec moi à un moment, je dis, voilà, ta phrase, elle est super, mais il manque un mot de la négation, ou là, t'as mal accordé, est-ce qu'on pourrait pas, voilà, modifier ça ensemble? Donc, je vais avoir un regard sur tout ce qui va être écrit, parce que mon but, c'est quand même aussi d'éviter les fautes d'orthographe et de travailler là-dessus. Mais je vais pas avoir forcément de suivi, par exemple, sur un jeu de société. Ça, j'en ai pas. Je vais pas avoir un suivi sur une discussion orale. Et là aussi, du coup, ça demande un peu de lâcher prise. Ouais. Mais par contre, tout ce qui va pouvoir être, voilà, même un récit audio ou, en fait, on peut guider aussi certains enfants en leur disant, tiens, toi, je vois que tu as un peu de difficulté à lire au doigt. Peut-être que ça pourrait être bien dans le prochain centre de le travailler. Et je te propose de t'entraîner et de t'enregistrer sur un dictaphone. Et puis quand la lecture à haute voix sera super, on pourrait peut-être même la partager aux autres. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, moi je vais avoir un suivi par rapport aux compétences que je connais voilà, de mes élèves. Je vais pouvoir impulser un peu. Et comme ils sont très gentils, ces petits élèves, généralement, quand on leur dit tiens, tu pourrais pas travailler ça, je pense que ça pourrait être sympa pour toi, que ça pourrait être bien, généralement ils le font parce qu'ils sont contents qu'on s'intéresse aussi à leur progrès. Et voilà, on peut leur donner des petits défis, des petits challenges, voilà, des choses comme ça. Par exemple, en art, ça peut m'arriver, voilà, ils vont me montrer leur dessin. Je vais leur dire, mais c'est vraiment super ce que tu as fait. Par contre, tu as vu, tu t'es vraiment mis sur un tout petit coin de la feuille. Est-ce qu'au prochain centre, ton travail, ce serait pas d'essayer de le refaire, mais en plus grand, en prenant tout l'espace? Ça pourrait améliorer ton dessin, qu'est-ce que tu en penses? Ou même, on peut leur dire, il est super ton dessin, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à améliorer? On va plutôt faire ça d'ailleurs. S'il n'y aurait pas quelque chose à améliorer, je l'ai fait tout petit. Tiens, peut-être qu'au prochain centre, tu pourrais refaire ton dessin en plus grand. Ah oui, tiens, c'est une bonne idée. Et puis c'est comme ça. Et puis du coup, ils se projettent et voilà. Exactement. J'ai une dernière question du coup par rapport au suivi, aux inscriptions. Comment tu les répartis dans les centres? Tout à l'heure, je t'ai entendu rapidement parler de couleurs, mais est-ce qu'ils savent, ils peuvent aller comme ils veulent? S'ils veulent aller 4 fois à l'art, ils vont à l'art, ou est-ce qu'il y a, c'est prévu d'une manière? Alors non, ils peuvent pas aller 4 fois à l'art, tout simplement parce que sinon ils iraient tous au centre d'art. Et donc je ne peux pas faire ça. Donc il y a vraiment un roulement. Donc moi je pars sur des centres en binôme à 2. Alors tout ce que j'ai mis en place, hein, ça vient pas forcément toujours de moi, mais aussi du travail de Debbie Diller que j'ai beaucoup lu avant de me lancer et qui préconise le travail en binôme. Et je crois qu'elle a tout à fait raison parce que à 3, souvent il y en a un qui se sent un peu délaissé. Et à 2, il y a un vrai échange qui peut se mettre en place. Donc pour le coup, les binômes ils sont choisis parce qu'ils vont être homogènes. Là, il y a une vraie volonté de ma part de mettre des enfants qui ont des niveaux un peu similaires pour que ça crée de l'émulation
qu'il n'y en ait pas un qui s'ennuie. Voilà, par exemple, si on est à de la lecture à voix haute entre deux enfants, s'il y en a un qui lit très bien et un autre qui a vraiment des difficultés à lire, il y en a un qui va se sentir mal à l'aise parce qu'il lit pas très bien, et puis l'autre, il peut s'ennuyer un peu parce que ça va pas assez vite pour lui. Donc là, je vais vraiment mettre des binômes qui vont bien ensemble selon leur niveau. C'est des binômes qui vont changer au cours de l'année pour apprendre à travailler avec différents enfants, pour qu'ils s'enrichissent aussi un peu voilà, les uns des autres. Et donc, il y a vraiment un roulement. Donc moi, j'ai des couleurs tout simplement parce que j'ai vraiment les panneaux magnétiques là, avec les petites pochettes. Donc, il y en a un rouge, un bleu, un jaune, un vert. Dans ces groupes, par contre, là, les groupes sont hétérogènes. Parce que moi, ça va me permettre ensuite de les avoir en centre guidé et de pouvoir avoir pas tous mes élèves en difficulté en même temps, et justement de pouvoir avoir une différenciation un peu plus efficace. Et donc, il y a vraiment un roulement. Donc, en fait, j'ai des étiquettes qui représentent mes centres. Et à la fin du centre, je demande à un élève d'aller baisser les étiquettes. Et donc, la dernière remonte au premier rang. Et en fait, c'est très, très simple à mettre en œuvre. Ça prend 10 secondes, quoi. Ouais. Donc, en plus, ils savent très bien à quel centre ils vont aller ensuite. Ok. Voilà. Après, j'ai des moments... alors ça, c'est génial pour ça, les centres. C'est que quand j'ai des enfants qui ont terminé leur travail, ils ont la possibilité d'aller au centre. Ce qui me permet quand même d'avoir des activités de travail, et pas de délestage, pertinentes constamment. Ouais. Donc, si un enfant a écrit sa carte postale et que je l'ai déjà corrigée dans le cahier, et qu'il lui reste, je vais lui dire, là, en fait, il te reste 15 minutes, il sait qu'il va avoir le temps d'aller la recopier sur cette carte postale, par exemple. Ouais. Voilà. C'est génial parce que du coup, on voit un peu, tu nous as permis là de voir un peu comment tout ça s'imbrique, de la constitution des groupes, de l'organisation, comment ça se passe dans l'organisation du temps dans la journée, et là aussi comment finalement il y a les temps de centre, enfin les activités qui sont conçues pour les temps de centre, en fait comment elles sont aussi utiles dans les temps de classe où on a besoin que les élèves puissent être en autonomie pour X raisons. Donc en fait c'est tout un écosystème qui est fait autour du centre. En fait, ce qui est bien avec les centres, c'est qu'ils ont toujours un projet en cours. Donc ils ont toujours quelque chose à faire. Il y a jamais de temps mort, en fait. Et voilà. Et ça, pour moi, je trouve que ça me facilite vraiment la vie. Parce qu'avant, j'étais toujours en train de me dire, mais comment je vais gérer celui qui met 10 minutes à faire son exercice, alors que certains mettent une demi-heure. Ça me gênait de dire, tiens, on va te redonner des exercices, c'est pas très intéressant, je trouve. Et puis en plus, généralement, quand ils savent faire. Donc qu'ils en fassent un ou qu'ils en fassent 15, ils sauront toujours le faire. Ils sauront toujours le faire. Donc c'est généralement même un peu, il y a certains enfants qui ils se disent, alors déjà, je dois faire mon travail, et en plus, je dois faire plus d'exercices. Bon, c'est quelque chose que j'ai fait en début de carrière, hein, donc j'ai testé tout ça. Et puis, il y a des moments où je me disais, oh, le pauvre, en même temps, t'as fini ton travail, voilà plus, tu l'as très bien fait, voilà. Là, ou alors le livre, va lire. Voilà, donc, ça va, j'ai déjà lu, ça y est, au bout de 3 mois, il a lu tous les livres de la bibliothèque voilà, de exactement. classe. Donc là, il y en a qui vont au centre de lecture quand même pendant ces temps-là. Mais voilà, ils ont quand même toujours un projet sur le feu. Donc c'est très simple à mettre en œuvre. Et puis voilà, ils peuvent aussi... alors ça, par contre, ils me demandent souvent pour aller au centre de maths ou au centre démo quand il y a des jeux de société. Je leur demande quand même de me préciser est-ce qu'on peut aller faire un jeu, parce que parfois, je sais qu'il reste 3 minutes. Donc voilà, moi, ma séance, je vais la finir dans 3 minutes. C'est pas intéressant pour eux en 3 minutes d'aller ouvrir le jeu. Ah non, finalement, on n'a pas le temps de jouer. Bon, c'est pas très, très agréable. Mais si en ont, le reste, c'est OK. Ils peuvent y aller sans aucun problème. Je crois que j'ai encore une dernière question. Je me dis, c'est spatialement parlant, dans ta classe, est-ce que les centres, c'est des endroits bien matérialisés, ou est-ce que c'est des boîtes, des caisses et que ça peut bouger, et est-ce qu'ils sont tout le temps sortis? Est-ce que... Voilà, comment... Alors, ça dépend des centres. Par exemple, le centre d'écriture et le centre d'art
sont vraiment très localisés avec des tables qui sont contre un mur et tout le matériel. Parce que c'est quelque chose qui me demande beaucoup de matériel et je veux quand même qu'il soit dans une posture voilà, assise. Voilà. Par contre, le centre de maths, c'est tout simplement mon meuble de maths. Donc moi, j'ai un meuble où il y a du matériel à disposition. Donc, par exemple, voilà, des équerres pour la géométrie à libre disposition, des carnets de nombres, des abacs. Voilà, vraiment tout le matériel que je vais utiliser en mathématiques dans mes séquences traditionnelles, en fait, mes outils de différenciation. Et puis, cette petite armoire-là, ce petit meuble, j'ai aussi tous mes jeux de mathématiques et le matériel pour le centre. Donc là, ils vont se servir et ils vont aller se positionner dans la classe à un endroit. Donc souvent, je sais que ceux qui jouent aux jeux de société, ils se mettent par terre sur des petits coussins, ils aiment bien. J'ouvre aussi ma classe, donc ils peuvent très bien aller se mettre dans le couloir, dans l'encadrement de la classe, parce que moi je veux quand même voir tout le monde. Hein. Voilà, c'est important pour moi, donc je veux quand même avoir une vision de tous les enfants, mais ils ouvrent la classe, ils se mettent juste dans l'encadrement, là pour le coup il n'y a pas de problème. Il y en a qui se mettent sur des petites tables. Après moi j'ai une classe flexible qui permet ça, avec du mobilier qui permet de travailler debout, assis ou par terre. Mais on n'est pas obligé d'avoir une classe flexible pour mettre les centres en classe. Exactement. Mais voilà, moi souvent en fait mon centre guidé, j'ai mis un petit U dans ma classe où je peux avoir mes élèves. Et donc derrière il reste des îlots à disposition. Donc il y a de la place. Le centre de lecture et le centre d'écoute, c'est ma bibliothèque. Donc en fait c'est ma bibliothèque de classe. J'ai mis des petits tapis pour que ce soit un peu cosy. Et puis il y a un poste et puis un peu de matériel comme j'ai des boîtes à histoire. Donc j'ai la Bookinou par exemple. Qu'ils peuvent utiliser. Donc voilà, ils sont dans la bibliothèque. Le centre de poésie, c'est vraiment juste une boîte avec des poésies et des livres de poésie. Donc là, c'est pareil, ils vont prendre la boîte, ils vont choisir des poésies. Alors souvent, je donne une thématique collective. Donc je sais pas, par exemple, on va travailler sur la fête des mères. Je dis n'importe quoi, mais c'est parce que c'est d'actualité. Ils vont avoir plein de poèmes de la fête des mères. Ils vont choisir celui qu'ils vont avoir envie de copier, d'écrire pour la réciter justement à leur maman le jour du dîner. Voilà. Okay. Le centre démo, c'est derrière un meuble. Donc j'ai collé derrière un meuble une espèce de fiche magnétique là, enfin un espèce de tableau magnétique. J'ai accroché avec des punaises un petit comment on appelle ça, une pochette en plastique là, une pochette murale où il y a des petites étiquettes, etc. Et donc du coup ils se mettent par terre derrière le meuble. Voilà, enfin il y a pas forcément d'endroit dédié. Il y a pas forcément besoin d'avoir une énorme classe. D'ailleurs, j'ai pas une énorme classe. On pourrait se dire ça quand on voit des photos de ma classe, parce qu'il y a moins de tables que d'élèves. Enfin, il y a moins de tables en face du tableau que d'élèves. Finalement, si on compte les tables qui sont le long des murs, etc., il y a quasiment autant de tables. Mais c'est parce qu'en fait, je gagne de l'espace en enlevant des tables face au tableau. Donc, ok. Donc, du coup, les centres, là, en tout cas, ça peut être quand il y a besoin de matériel et que c'est installé, comme tu disais, pour l'art ou l'écriture, des centres fixes, mais en fait, ça peut être juste des endroits indiqués dans la classe avec juste un petit bout de mur derrière un meuble, une caisse, ils peuvent se déplacer et s'installer où on veut. Et j'appuie ce que tu disais en disant que c'est possible même sans mobilier flexible. Moi, on ne parlait pas encore de centre à l'époque, mais je fonctionnais un peu comme ça dans ma classe. J'avais pas de mobilier flexible, voilà. Et en fait, oui, aller travailler devant la porte de la classe, se mettre par terre, se mettre dans un coin, avoir des tables le long du mur. On peut faire avec les moyens qu'on a. En fait, moi, quand j'ai commencé la classe flexible, j'avais vraiment aucun matériel. Et je me suis lancée sans avoir de matériel. J'avais juste acheté 2 tapis chez Action et quelques coussins pour quand même qu'on soit un minimum confortable quand on est assis par terre. Et après, petit à petit, en allant sur le Bon Coin, sur Give, en demandant autour de soi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se débarrassent de plein de choses, j'ai récupéré une petite table Ikea, j'ai récupéré Après, on peut faire aussi beaucoup avec le mobilier. Moi, ma table haute, c'est un meuble. Donc, c'est mon meuble de centre démo. À l'intérieur, j'ai plein de jeux de société. Et en fait, il est assez haut pour être positionné debout quand on écrit. Et j'ai pas de table haute, quoi. C'est juste le meuble qu'il y avait dans ma classe quand je suis arrivée. Donc, faut vraiment faire avec les moyens du bord et pas se mettre de limites.
Au niveau du matériel, ce serait vraiment une bêtise. D'ailleurs, je dis souvent aux gens qui me disent « je veux me lancer en classe flexible, qu'est-ce qu'il me faut comme matériel ?» Généralement, je leur dis « non, vois comment tu veux travailler. Et ensuite, ça te permettra de savoir ce dont tu as besoin. » Parce que le problème, ce serait d'acheter des choses où on se dit « ah bah mince, en fait, je sais même pas comment... » Enfin, ça s'adapte pas du tout à ma situation de classe. Et donc, je pense qu'il faut mieux mettre déjà en place toute la dimension, tout le dispositif en termes de pédagogie pour vraiment savoir ce dont on a besoin. Et puis travailler sur les gestes professionnels, quand tu parlais tout à l'heure de lâcher prise, si on n'a pas ce lâcher prise d'abord, aller sur des assises flexibles et sur un fonctionnement flexible, ça va être compliqué, quoi. Tout à fait, et en fait, ça convient pas à tous les professeurs. Exactement. Et c'est pas forcément le meilleur dispositif, en fait, hein. Tous les dispositifs ont leurs avantages et leurs inconvénients. On peut être un excellent enseignant en ne travaillant pas en classe flexible, en ne travaillant pas en centre d'autonomie. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont le dispositif classe flexible, mais qui ne vont pas travailler en centre d'autonomie, qui vont travailler sous des systèmes de ceinture ou d'atelier. Et en fait, c'est très bien. Il faut faire aussi un peu en fonction de sa personnalité. Ouais. Donc, et on peut travailler en centre sans être en classe flexible. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est juste des activités de rebrassage. Hein. Enfin, j'ai pas inventé la poudre. Hein. On peut tout à fait faire ça, effectivement. Ouais. Je crois qu'on a balayé pas mal d'aspects et que, en tout cas, les personnes pour qui c'était complètement flou repartent avec quelque chose d'hyper clair. Et les personnes pour qui c'était clair repartent avec aussi un peu d'inspiration, j'imagine, ou que ça rassure. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter qu'on n'aurait pas dit ? Je conseille vivement d'aller lire un peu de livres sur la classe flexible quand on a envie de se lancer. Je trouve que ça aide vraiment à se dire que c'est pas si compliqué que ça. Et ça montre un peu, voilà, souvent c'est agrémenté de photos, de manières différentes de faire, où on peut se dire, bah tiens, ça conviendrait bien à ce que je suis et à la façon dont j'ai envie d'enseigner. Donc il y a les traditionnels débit dealer, hein. Moi j'ai commencé par ça, mais je sais que on a aussi des collègues françaises qui ont fait des livres sur la classe flexi qui peuvent être assez intéressants à lire. Voilà, et puis voilà. Je pense que c'est bien, avant de bien penser, avant de se lancer. On peut aussi faire les choses petit à petit, on n'est pas obligé de faire tout d'un coup. Et voilà. Super. Si on veut te suivre, te retrouver, où est-ce qu'on peut le faire ? Alors, on peut le faire sur mon blog. Donc, mon blog, c'est enjoyclassroom.eclablog.com. Dessus, vous trouverez ma façon de travailler, où j'explicite un petit peu justement le travail en centre. Et puis, sur le site, j'ai classé en fait les documents que je partage dans mes centres en différentes catégories. Donc, si tu veux monter ton centre d'écriture, par exemple, tu peux aller sur le blog, voir l'onglet centre d'écriture et tu auras un peu de matériel. Il n'y a pas que moi qui fais ça, il y a plein d'autres blogs qui proposent des outils. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir mon blog et les autres si tu veux te lancer. Et puis après, je partage un peu de vie de classe sur mon compte Instagram et mon compte Facebook aussi. Enfin, c'est le même, je partage les mêmes choses dessus. Donc, on peut me retrouver sous le pseudo Enjoy Classroom. Et donc, voilà, on voit, je présente les centres dedans. Et puis, je présente des activités diverses aussi, parce que je ne suis pas une maîtresse de centre, je suis une maîtresse normale aussi. Donc, voilà, parfois, je montre voilà, des choses que je fais en classe qui me semblent intéressantes. Et voilà, on peut me suivre là, si on veut me retrouver. Eh bien, je mettrai tous les liens en complément de l'épisode. Aurore, merci beaucoup pour cet échange riche. C'était un vrai plaisir pour moi aussi. Et puis, j'espère te retrouver bientôt dans un autre épisode avec un autre sujet. On en a plein en stock, ce sera avec grand plaisir. Au revoir à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr.
Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur metrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.